384 400 000 kilomètres d'ici, à la surface d'un rocher qui a plus de 4 milliards et demi d'années, il y a 12 empreintes de pas. Ouais, 12 empreintes humaines figées là depuis les années 70. Exactement, dans cette fameuse poussière lunaire, le régolithe. Et comme là-haut, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, pas d'atmosphère du tout en fait, ces traces de l'époque Apollo sont intactes. Elles reposent dans un silence géologique absolu, c'est vrai? C'est ça. Et quand on lève les yeux au ciel la nuit, on a souvent cette impression genre la Lune c'est juste le truc le plus inerte et lointain qui existe, une espèce de veilleuse cosmique complètement déconnectée de notre quotidien. Et c'est justement cette illusion qu'on va démonter aujourd'hui. Complètement. Parce que l'objectif de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette sphère silencieuse sculpte littéralement les rythmes internes du vivant sur Terre. Biologiquement parlant, je suis fascinée de voir à quel point on est lié à elle. C'est un vrai changement de paradigme. On a tellement l'habitude de voir notre satellite à travers la poésie ou l'astronomie pure, mais en biologie évolutive, c'est pas juste un élément de décor. C'est une force massive. Une force gravitationnelle et lumineuse, ouais. Absolument. Une force qui a carrément dicté les conditions d'apparition de la vie et qui continue de dicter le comportement de nos propres cellules aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'avant de comprendre comment ce gros caillot spatial peut pirater notre horloge interne ou nos hormones, il faut revenir à la base. C'est la condition sine qua non de notre existence, en fait. Tout à fait. Et le plus fou, c'est que cette présence qui nous stabilise est née d'un événement d'une violence inouïe. Oui, la fameuse collision. La Terre a pas toujours eu cette compagne, hein. Non. Au début du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années, la jeune Terre s'est fait percuter de plein fouet par un objet de la taille de Mars. Ah ouais, une planète entière, quoi. On l'appelle Theia, c'est ça? C'est ça. L'impact a été tellement puissant que les deux corps ont partiellement fondu, des quantités inimaginables de roches ont été projetées dans l'espace, en orbite. Et petit à petit, sous l'effet de leur propre gravité, tous ces débris se sont agglomérés pour former la Lune. Exactement. Et sans ce cataclysme, on serait tout simplement pas là pour en parler. J'aime beaucoup l'image de la quille de navire. Tu sais, la Terre, c'est comme un bateau sur l'océan cosmique. Et sans cette grosse masse sous l'eau pour maintenir l'équilibre, le bateau, il chavirerait tout le temps. L'analogie est bonne, mais en mécanique céleste, on la compare souvent à une toupie. Ah, une toupie. Comment ça? En fait, la Terre tourne sur elle-même avec un axe de rotation incliné. C'est ça qui crée nos saisons. Au début, une toupie tourne de manière très stable. Mais avec le temps, ou si on la perturbe, l'axe commence à vaciller de façon chaotique. Et nous, on serait perturbés par quoi? Les autres planètes? L'attraction des planètes géantes comme Jupiter, ouais. Sans la Lune pour agir comme un stabilisateur externe, l'axe de la Terre basculerait dans tous les sens. Du coup, un vacillement chaotique, j'imagine que ça veut dire un climat totalement fou. Totalement. Des régions à l'équateur pourraient se retrouver privées de soleil pendant des mois et gelées d'un coup. Les pôles fondraient sous une chaleur étouffante pour regeler quelques millénaires plus tard. Donc, la vie complexe aurait jamais pu se développer. Des bactéries au fond des océans auraient peut-être survécu, mais pour avoir des écosystèmes complexes, des animaux et au final des humains, il faut de la stabilité. Il faut du temps et un climat un minimum prévisible pour que l'évolution fasse son travail. La Lune nous a offert ce berceau, en fait. C'est une exigence structurelle de notre habitabilité, tout simplement. D'accord. Donc, fondation posée. La Lune nous maintient en équilibre. Mais là où on entre vraiment dans le cœur de cette analyse, c'est dans son interaction quotidienne et physique avec l'eau, les marées. On parle quand même d'une force qui soulève des milliards de kilomètres cubes d'eau 2 fois par jour. La gravité lunaire tire sur la matière terrestre. C'est mécanique. Et comme l'eau des océans est liquide, elle réagit beaucoup plus que la croûte terrestre. Ça fait une sorte de bosse, un renflement d'eau du côté qui fait face à la Lune. Exactement. L'eau s'accumule. Mais il y a un autre paramètre hyper important. La Terre, elle, tourne sur elle-même beaucoup plus vite que la Lune ne fait le tour de notre planète. Ouais, 24 heures pour notre journée contre environ 29 jours et demi pour le cycle lunaire. Voilà. Donc ce renflement d'eau, il est attiré par la Lune, mais la rotation rapide de la Terre l'entraîne avec elle un peu en avance. Du coup, toute cette masse d'eau frotte en permanence contre les fonds marins. C'est la friction cosmique, c'est ça. J'ai trouvé ce passage dans les sources complètement dingue. C'est fascinant, oui. Ce frottement dissipe tellement d'énergie qu'il freine littéralement notre planète. Les jours rallongent de... Attends, c'est quoi le chiffre déjà? 1,7 millisecondes par siècle. C'est ça. Ça a l'air de rien, mais à l'époque des dinosaures, les journées duraient beaucoup moins de 24 heures. Ça donne le vertige, c'est clair. Et le transfert d'énergie s'arrête pas là.
Ce que la Terre perd en ralentissant, la Lune le récupère en énergie orbitale. Résultat, elle s'éloigne de nous de 3,8 cm par an. C'est un balai physique incroyable. Mais si on ramène ça à la biologie, l'eau, c'est pas que les océans, c'est nous en grande partie. On est composé d'eau, oui, c'est vrai. Et dans les documents, on voit que le sang humain a des concentrations de sel qui ressemblent énormément aux mers primordiales. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que nous, on subit aussi cette gravité lunaire? Comme une sorte d'océan miniature à l'intérieur de notre corps? Ah, l'idée du corps comme un océan miniature. C'est très poétique. Mais d'un point de vue purement physique, c'est une illusion totale. Ah bon, carrément. Pas de marée dans mon sang? Non, pas du tout. La force de gravité de la Lune sur le tout petit volume d'eau d'un humain, c'est microscopique. Pour te donner une idée, un simple moustique qui se pose sur ton bras exerce une force mécanique et gravitationnelle plus forte sur toi que la Lune entière. Bon bah voilà qui casse un peu le mythe. Adieu la marée sanguine. Mais alors, comment on explique que tant de créatures marines réagissent aux phases de la Lune? De quoi tu parles exactement? Bah, je pensais à ces études sur les coraux ou certains vers marins. Ils sont aveugles, souvent enfouis dans le sable, mais ils synchronisent parfaitement leur reproduction avec les marées lunaires. S'ils voient pas la lumière et qu'ils ressentent pas la gravité directement dans leur corps, comment c'est possible? C'est là que l'adaptation biologique est géniale. Ils détectent pas la Lune directement par la gravité, mais ils captent les conséquences environnementales de cette gravité. Ah, les effets secondaires en quelque sorte. Voilà. Quand la marée océanique monte ou descend, ça modifie la pression locale de l'eau, sa température, la salinité, les courants nutritifs. D'accord, donc ces petits organismes, ils ont des capteurs pour ça. Au fil de millions d'années d'évolution, ils ont développé des systèmes endocriniens hypersensibles à ces toutes petites variations de pression. Dès que l'eau change autour d'eux, leur système nerveux déclenche une réponse hormonale. C'est logique. La marée haute, c'est le moment parfait pour relâcher les œufs et maximiser les chances qu'ils soient emportés et survivent. Exactement. C'est pas la gravité lunaire qui tire sur les cellules de ces vers marins. C'est la biologie qui a appris à lire les indices de l'eau. Super clair. Mais alors pour nous, les espèces terrestres, on est sorti de l'eau, l'influence des marées directes sur notre environnement a disparu, pourtant la Lune a toujours un impact. Oui, mais le canal de communication a changé. On ne parle plus de gravité, on parle de lumière. Et c'est là qu'on attaque le fameux rythme circadien, notre horloge interne qui gère à peu près tout, du sommeil à la température du corps. C'est ça, une horloge de presque 24 heures dont le principal synchroniseur, le chef d'orchestre si on veut, c'est la lumière ambiante. Avant d'entrer dans les détails de l'impact de la Lune sur le sommeil, il faut rappeler un truc amusant sur la lumière lunaire. On dit souvent « Ah, la Lune grandit, elle décroît », mais en fait, elle change jamais de forme. Non, la Lune nous montre toujours la même face. C'est ce qu'on appelle le verrouillage gravitationnel, lié aux fameuses marées dont on vient parler. Donc, un croissant ou une pleine Lune, c'est juste une question de géométrie, de l'angle entre le Soleil, la Terre et la Lune. Tout à fait, c'est juste de l'éclairage. Mais au moment de la pleine Lune, la quantité de lumière du Soleil qui est réfléchie vers la Terre augmente drastiquement. Et les données sont claires là-dessus. Pendant ces quelques jours, les humains dorment moins bien. Le sommeil est plus léger, on se réveille plus. Le mécanisme biologique derrière ça, c'est la mélatonine. C'est l'hormone de la nuit. Celle qui nous donne envie de dormir. Oui, sa production par le cerveau est directement bloquée par la lumière. Et on a des cellules spéciales dans la rétine de l'œil qui savent pas du tout avoir des images, mais juste à mesurer l'intensité de la lumière autour de nous. D'accord, mais là j'ai un vrai problème de logique. Que le Soleil bloque la mélatonine, ok. Mais la Lune, sa lumière c'est juste un reflet hyper pâle, c'est des milliers de fois moins fort que le jour. Comment une lumière aussi faible peut bloquer l'hormone du sommeil? Ça ressemble à un gros bug évolutif. Ça ressemble à un bug si on réfléchit avec notre confort moderne. Mais il faut se projeter des dizaines de milliers d'années en arrière. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, sans ampoule et sans écran. Exactement. Avant le contrôle du feu, nos ancêtres dormaient dans une obscurité presque totale la plupart du mois. Dans ce contexte, une pleine lune, c'est un phare dans la nuit. Ah, vu comme ça, oui. C'est la source de lumière nocturne, de loin, la plus forte de leur environnement. Et d'un point de vue de survie, c'est crucial. Une pleine lune, ça permet de chasser la nuit, de se déplacer plus facilement, mais ça veut aussi dire que les prédateurs peuvent te voir beaucoup mieux. Donc, l'évolution a gardé ce trait parce qu'avoir un sommeil plus léger à ce moment-là, c'était une question de vie ou de mort. Un état d'alerte permanent, quoi. Voilà. Le système nerveux a été sélectionné pour détecter cette lueur spécifique et réduire la profondeur du sommeil pour rester vigilant. C'est un avantage sélectif énorme. C'est fou de se dire qu'on a encore cet héritage, mais
Il y a un truc dans les études qui me paraît complètement surnaturel. Les chercheurs ont remarqué que ces perturbations du sommeil se produisent même chez des gens qui dorment dans des pièces sans aucune fenêtre. Ah ouais, c'est le détail qui trouble beaucoup de monde. Bah oui. Comment mon corps peut savoir que c'est la pleine lune dehors si je suis dans une chambre noire, volets fermés, au milieu d'une ville? J'ai pas une antenne lunaire magique cachée dans le crâne quand même. Non, pas de magie. Le problème vient de la façon dont on conceptualise la chose. On pense qu'il faut percevoir la Lune en temps réel, qu'il faut la voir pour réagir. Bah, s'il y a plus de lumière, oui, j'imagine qu'il faut que mes yeux la captent, non? Pas forcément. Pense à notre rythme circadien quotidien. Si je t'enferme dans une grotte sans aucune lumière pendant des semaines, ton corps continuera de suivre un cycle d'environ 24 heures. Il va alterner sommeil et éveil. Parce que l'horloge est intégrée dans le système. Ouais. Eh bien pour la Lune, c'est pareil. Nous possédons un rythme circalunaire. Ok, donc j'ai carrément un minuteur biologique de 29,5 jours programmé en moi. C'est exactement ça. L'environnement ancestral a été tellement exigeant que cette horloge lunaire est devenue endogène, c'est-à-dire qu'elle est générée par ton corps lui-même. C'est comme une application qui tourne en arrière-plan sans même avoir besoin de se connecter au réseau Wi-Fi, quoi. Ça tourne tout seul. C'est une excellente métaphore. L'absence de perception visuelle immédiate n'efface pas des millions d'années de mémoire biologique. Ce calendrier lunaire est gravé physiquement dans notre neurologie. Et cette idée de calendrier gravé, ça nous amène au dernier gros morceau de notre analyse, et c'est hyper intime. Les sources abordent la corrélation historique, très débattue d'ailleurs, entre le cycle menstruel humain et le cycle de la Lune. Les deux durent environ 29 jours et demi. C'est un sujet délicat, oui. La littérature scientifique a été divisée pendant très longtemps. Pourquoi ? C'était perçu comme une simple coïncidence mathématique. Beaucoup de biologistes pensaient que c'était une convergence fortuite, oui. Surtout parce que quand on regarde les données modernes, dans nos pays développés, on voit assez peu de corrélation. Mais qu'est-ce qui a fait changer d'avis les chercheurs ? Comment ils ont isolé l'impact réel de la Lune ? Le problème, c'est notre monde moderne. La pollution lumineuse urbaine est tellement intense qu'elle agit comme un brouilleur géant sur nos rythmes naturels. Du coup, il fallait trouver des gens qui vivent sans éclairage artificiel. Exactement. Les scientifiques ont analysé des journaux intimes historiques bien avant l'électricité et ils ont étudié les données de populations indigènes isolées qui vivent au rythme naturel du soleil et de la nuit. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les schémas sont limpides. Dans ces environnements, il y a une tendance statistique très claire à la synchronisation des cycles avec la pleine lune ou la nouvelle lune. C'est incroyable. Et dès qu'on ramène ces populations dans des zones avec de la lumière artificielle la nuit, le signal naturel ancestral s'affaiblit. Ça veut dire qu'avant même d'inventer l'astronomie, avant d'avoir des mots pour expliquer les phases de ce gros caillou dans le ciel, notre biologie était déjà calée sur lui. Nos ancêtres organisaient les chasses, les récoltes, et même leur structure sociale autour d'un rythme qui battait autant dans le ciel que dans leurs propres veines, oui. Au fond, est-ce qu'on n'est pas juste des horloges biologiques géantes dont le chef d'orchestre est un rocher stérile et inerte ? Disons que ça doit nous rappeler à l'humilité. On n'est pas séparés du reste du système solaire. La biosphère entière est liée à cette mécanique. Le corail qui pond ses œufs, le cerveau humain qui a du mal à dormir, ou les cycles reproductifs, c'est la même dynamique de fond. La Lune n'a rien de magique, mais son pouvoir mécanique et temporel, on ne peut pas le nier. C'est un changement de perspective génial. On a commencé notre décryptage avec l'image de ce caillou figé et lointain, et on réalise l'ingénierie cosmique qui lie nos cellules à l'espace. Elle stabilise notre climat, elle brasse les nutriments par les marées, et elle dicte la sécrétion de nos hormones, même dans le noir complet de nos appartements. Mais il y a une dernière chose, une réflexion pour le futur, basée sur ce fameux éloignement de la Lune. Ah oui, les 3,8 cm par an. Ça va pas durer éternellement, cette synchronisation. La mécanique céleste ne pardonne pas. La Lune va continuer de s'éloigner, encore et encore. Dans un futur très lointain, elle paraîtra bien plus petite dans le ciel. Donc ça veut dire plus d'éclipse solaire totale, par exemple ? En effet, on n'aura plus que des éclipses annulaires. Mais au-delà du visuel, il faut se demander ce qui va se passer biologiquement. Ouais. Si les animaux marins, les plantes et nous, on a mis des millions d'années à se calibrer au millimètre près sur sa lumière et sa distance, Que se passera-t-il quand la gravité lunaire ne sera plus assez forte pour brasser les océans? Ou quand sa lumière sera trop faible pour réinitialiser notre horloge interne? c'est vertigineux de penser à ça. La biosphère va devoir s'adapter à la perte de son chef d'orchestre originel. La vie devra trouver d'autres repères. C'est un des plus grands mystères pour l'évolution à venir. La Terre devra se passer de ce partenaire silencieux. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que même des millions d'années après que le lien biologique entre la Lune et nos cellules aura disparu,
Là-haut, dans la poussière du régolithe, les empreintes de pas de l'époque Apollo, elles seront très probablement encore là, intactes, comme un témoignage d'une époque très ancienne, où le vivant sur Terre respirait encore au rythme de son rocher.